Chaque année, le monde produit plus d'1 milliard 800 millions de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de ce métal devient l'ossature de bâtiments capables de défier les tremblements de terre. À Monterrey, au cœur sismique du Mexique, s'élève un géant de 305 mètres, les Torres Obispado. Et leur acier n'est pas seulement mis à l'épreuve par le poids de centaines de milliers de tonnes, mais aussi par la nature elle-même. Comment ce métal résiste-t-il aux secousses telluriques? Quelle technologie permet au gratte-ciel de ne pas plier? Restez avec nous, vous découvrirez le secret d'un acier que le monde cherche à copier, sans jamais y parvenir. L'acier est produit à Monterrey depuis le 19e siècle. Ternium est né de la légendaire ILSA, entreprise qui, dès 1957, breveta une méthode révolutionnaire de production de fer par réduction directe, le procédé HIRL. Le monde entier copia ensuite cette technologie. Aujourd'hui, Ternium produit plus de 14 millions de tonnes d'acier par an et approvisionne tout le continent américain. Lorsque les promoteurs ont imaginé construire le plus haut bâtiment d'Amérique latine, le choix du fournisseur d'acier ne s'est même pas posé. L'acier serait local, de Monterrey. Moins de logistique, moins de risques, contrôle qualité totale. Mais voilà le problème. Monterrey se trouve dans une zone sismiquement active. Le Mexique est un pays de tremblements de terre. Quand vous construisez à 305 mètres de hauteur, chaque secousse souterraine se transforme en mouvement de balancier au niveau des étages supérieurs. La physique est implacable. Plus l'édifice est haut, plus il oscille fortement sous l'effet de ces mêmes secousses. Pour Torres Obispado, les ingénieurs ont conçu un système structurel hybride. Un noyau en béton armé au centre assure la rigidité. Autour, un cadre périphérique à portique en acier, fait de colonnes et de poutres. Deux systèmes qui se complètent. Tandis que le noyau maintient la forme, le squelette d'acier extérieur absorbe et répartit l'énergie sismique sur toute la hauteur du bâtiment. Aux étages techniques, des amortisseurs visqueux supplémentaires, des absorbeurs hydrauliques, dissipent les oscillations dues au vent et aux secousses. Pour que tout cela fonctionne, il faut un acier de classe de résistance particulière. Et c'est là que Ternium entre en scène. Je pénètre dans l'atelier et la première chose que je ressens, c'est la chaleur. Même à 20 mètres des fours, la température se fait sentir sur la peau. Les fours à arc électrique de Ternium fondent ferraille et fer de réduction directe à plus de 1500 degrés Celsius. Ce n'est pas qu'une simple fusion, c'est de la chimie. L'ajout précis de manganèse, de vanadium, de molybdène dans des proportions déterminées confère à l'acier les propriétés requises. Pour les structures parasismiques, il ne suffit pas d'avoir de l'acier résistant. Il faut de l'acier résistant et ductile. La différence est capitale. L'acier fragile supporte la charge, mais dès qu'on dépasse la limite, il casse brutalement. L'acier ductile, sous la même charge, commence à se déformer en absorbant l'énergie, signalant le danger bien avant la rupture. C'est précisément cette propriété qui permet au bâtiment de survivre aux tremblements de terre sans s'effondrer. Après la fusion, le métal passe par une coulée continue. L'acier liquide se transforme en une brame compacte d'environ 220 mm d'épaisseur. Cette brame part au laminage à chaud. Je regarde le métal chauffé à blanc traverser les cylindres du laminoir, et à chaque passage, il devient plus fin, plus long, mais plus dense. La structure cristalline s'aligne dans le sens du laminage, créant cette fameuse fibrosité qui rend le métal forgé et laminé fondamentalement supérieur au métal coulé. Pour la Torres Obispado, on a fabriqué des poutres massives à larges ailes de classe de résistance à 572 grades 50 et supérieur. Un acier dont la limite d'élasticité atteint 345 mégapascales. Pour vous donner une idée, chaque centimètre carré de section de cette poutre supporte plus de 35 tonnes,
avant de commencer à se déformer. Les éléments les plus impressionnants de l'ossature sont les mégacolonnes de la base et des étages inférieurs. Ces structures portent toute la charge verticale du bâtiment, des centaines de milliers de tonnes. Leurs sections sont colossales. Certaines colonnes présentent une épaisseur de paroi supérieure à 50 mm. C'est un véritable mur d'acier monolithique, soudé en profilé fermé. Le soudage de telles sections relève d'un art à part entière. Au-delà de 40 mm d'épaisseur, un soudage classique génère des contraintes thermiques susceptibles de créer des micro-fissures. Ternium a mis en œuvre des procédures de soudage spéciales avec préchauffage, contrôle de la température entre les passes et refroidissement progressif. Chaque soudure était ensuite contrôlée par ultrasons. La moindre porosité ou fissure de plus de 3 mm entraînait une reprise. Vient maintenant le plus intéressant. Comment acheminer tout cela sur le chantier? Certaines poutres mesuraient 15 à 12 mètres de long et pesaient 30 à 40 tonnes. Il fallait les transporter à travers le centre de Monterrey, une ville aux rues étroites héritée de l'époque coloniale. Pour le transport, on utilisait des plateformes surbaissées à direction multi-essieux. Ces remorques comptent de 12 à 24 roues, chaque essieu pivotant indépendamment, ce qui permet de négocier des virages impossibles pour un semi-remorque classique. Les convois circulaient exclusivement de nuit, entre 2 et 5 heures du matin. Une escorte policière bloquait les rues. Un ingénieur logisticien muni d'une tablette marchait en tête et vérifiait la hauteur de chaque passage supérieur. Certains itinéraires devaient être modifiés au dernier moment, à cause d'arbres, de lampadaires ou de caténaires oubliés dans les calculs. Un jour, une plateforme transportant une poutre de 14 mètres de long s'est retrouvée coincée dans un virage. La rue s'avérait 3 mètres trop courte pour le rayon de braquage calculé. La solution a nécessité 2 heures. On a démonté les barrières du trottoir, roulé sur le rebord, et mètre après mètre, avec des ajustements millimétriques de chaque essieu, on a fait passer la poutre à travers l'angle. Une dizaine de chaînes locales se sont déplacées pour le journal du matin. Pour que je passe aussi à la télévision, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Quand on regarde les Torres Obispado d'en bas, on voit ce que j'appellerais une forêt d'acier. Colonnes verticales, poutres horizontales, contreventements diagonaux, tout cela se fond en une grille métallique rythmée qui se dissout verticalement dans le ciel. Aux étages inférieurs, les colonnes sont les plus massives. C'est là que la charge est maximale. Plus haut, elles s'affinent. Les parois s'amincissent. Les sections se réduisent. Le bâtiment semble s'alléger à mesure qu'il s'élève. Le montage était assuré par une grue spécialisée dotée d'une flèche de 70 mètres de portée. Chaque poutre était tissée selon des calculs d'angle précis. Une verticale fossée au niveau du premier étage aurait entraîné des décalages de plusieurs centimètres au 20e. Les monteurs vérifiaient constamment les positions à l'aide de stations totales, des théodolites électroniques équipés de télémètres laser. La Torres Obispado n'est pas qu'un simple record de hauteur, c'est un symbole. Construite en acier de Monterrey, conçue par les architectes locaux de Posas Arquitectos, elle a donné à la ville une nouvelle identité. Monterrey, capitale industrielle du Mexique, possède désormais le plus haut gratte-ciel du continent. Ces boulons travaillent en enfer. La pression folle de l'océan et le sel corrosif. À 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique se dressent des plateformes pétrolières de 30 000 tonnes. Ce sont des boulons qui les maintiennent, fabriqués à Monterrey, le cœur de la métallurgie mexicaine. Chaque boulon de catégorie grade 8 supporte 150 kg de charge et résiste 25 ans dans l'eau de mer sans rouille.
Comment l'acier mexicain soutient-il ce que d'autres ne peuvent supporter? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple barre métallique se transforme en pièces dont dépendent des vies humaines et l'écologie de l'océan. Tout commence à l'usine métallurgique Ternium de Monterrey. Ici, au milieu des montagnes désertiques du nord du Mexique, l'acier fond dans d'immenses fours à arc électriques à une température de 1006 degrés Celsius. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, c'est un alliage spécial, additionné de chrome, de molybdène et de nickel, conçu spécialement pour le milieu marin. Le métal en fusion est coulé dans des moules, formant des lingots de 2 tonnes chacun. Mais ce n'est que le début d'un long processus de transformation. Les lingots passent par un laminoir, où, à une température de 1002 degrés, ils sont étirés en longues barres de 80 mm de diamètre. Les fibres du métal s'alignent le long de la barre, créant une structure orientée qui rend l'acier plus résistant dans le sens longitudinal. Ces barres arrivent ensuite dans des usines spécialisées de Nuevo León pour la fabrication de produits métalliques. Des barres métalliques sont découpées en ébauches de 2,50 m, futurs boulons de catégorie grade 8, capables de supporter une charge allant jusqu'à 150 tonnes par centimètre carré. Première opération, le forgeage à froid de la tête. Une extrémité de l'ébauche est serrée dans une matrice et une presse puissante exerce une force de 500 tonnes. En 4 coups, se forme une tête hexagonale de 150 mm. Sous cette pression, le métal se compacte, les fibres épousent le contour de la tête sans se rompre. C'est d'une importance cruciale. Toute rupture de l'intégrité des fibres crée un point faible où peut s'amorcer la destruction. Vient ensuite le roulage du filetage. Contrairement au boulon bon marché, dont le filet est taillé au burin, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier munis de rainures gravées tournent l'un vers l'autre en exerçant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme, formant les spires du filetage sans couper les fibres. Vient maintenant l'étape la plus spectaculaire, le traitement thermique. Les boulons sont chargés dans un four où la température grimpe jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, l'acier subit des transformations de phase. Sa structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures afin que la chauffe soit uniforme dans tout le volume. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe inégale et des tensions internes. Puis vient la trempe. Les boulons sont immédiatement plongés dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais fragile. Pour éliminer la fragilité, les boulons sont de nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis librement pendant 8 heures. Ce processus s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en ajoutant de la ténacité, la capacité à se déformer sans se rompre. La structure finale représente un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Mais le plus difficile reste à venir. Mais d'abord, pensez à vous abonner. La protection contre la corrosion. Le golfe du Mexique figure parmi les environnements les plus agressifs de la planète. Eau salée, variation de température de -10 à +40 degrés, humidité constante, bactéries qui accélèrent la corrosion. L'acier ordinaire y rouille de part en part en 3 ans. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. Les boulons sont plongés dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés. Le zinc réagit avec l'acier, formant en surface une couche d'alliage de 150 micromètres d'épaisseur. Cette couche protège de 2 façons.
Elle crée une barrière physique pour l'acier et agit comme une anode sacrificielle à la place de l'acier. Mais pour les assemblages les plus critiques, on fait appel à une technologie encore plus avancée, le revêtement xylane. Il s'agit d'un composite à base de téflon, enrichi de particules céramiques et d'inhibiteurs de corrosion. Les boulons sont d'abord sablés pour créer une surface rugueuse. Puis on applique 2 couches de xylane d'une épaisseur totale de 50 micromètres, cuite à 250 degrés. Le résultat est phénoménal. Le revêtement résiste au contact direct avec l'eau de mer pendant 25 ans sans la moindre trace de corrosion. Chaque boulon pèse 32 kg et coûte 800 €. Le coût total des boulons pour une seule plateforme s'élève à 2 200 000 €. Mais cela représente moins d'1% du prix de la plateforme elle-même. Et pourtant, tout repose sur ces boulons. Lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe la plateforme avec des vents de 200 km/h, soulevant des vagues de 20 mètres de haut, ce sont eux qui empêchent la structure de se disloquer. Chaque boulon subit à cet instant une charge cyclique de 40 à 90 000 kg, toutes les 8 secondes. L'industrie sidérurgique mexicaine est fière de ces boulons. Ils s'exportent vers les États-Unis, le Brésil, la Norvège, partout où l'on extrait du pétrole en mer. Vient ensuite le filetage par roulage. Contrairement aux boulons bon marché, où le filet est taillé autour, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier aux cannelures gravées tournent l'un vers l'autre, créant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme et forme les spires du filet sans couper les fibres. Les boulons sont ensuite chargés dans un four où la température monte jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, s'opèrent dans l'acier des transformations de phase. La structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures, afin que la chaleur se diffuse uniformément dans toute la masse. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe irrégulière et des tensions internes. Vient ensuite la trempe. Les boulons sont plongés instantanément dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême, appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais cassant. Pour éliminer cette fragilité, les boulons sont à nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis lentement pendant 8 heures. Ce procédé s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en conférant de la ténacité, la capacité de se déformer sans se rompre. La structure finale constitue un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Vous voyez ce qui se dresse derrière moi? Ce n'est pas un simple pont enjambant une rivière, c'est le ruban de lumière. Nous sommes à Los Angeles, sur le nouveau viaduc de la 6e rue, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la façon dont l'acier brut est devenu une œuvre d'art raffinée. Vous êtes-vous déjà demandé comment de simples barres de fer se transforment en ces arches blanches parfaites qui semblent danser au-dessus de l'autoroute? J'ai parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à des ateliers secrets où l'on dompte le métal pour vous montrer comment est né ce nouveau symbole de la Californie. C'est parti! Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il nous a fallu quitter Los Angeles ensoleillé et aller bien au-delà. L'acier d'un tel pont ne s'achète pas dans un magasin de bricolage. Il a été préparé dans des ateliers spécialisés où se dressent des presses capables d'écraser un char sans même chauffer.
Un hangar immense où flottent les odeurs d'huile brûlante et de copeaux métalliques. Là reposent les ébauches, d'énormes poutres d'acier droites, dont l'épaisseur des parois fait réfléchir aux limites de la force humaine. Le viaduc s'étend sur plus de 1066 mètres. Il franchit 18 voies ferrées, une rivière et l'autoroute 101. Le problème du 6th Street Viaduct, c'est que l'architecte Michael Maltzahn ne voulait pas d'un pont simple. Il voulait ce que les ingénieurs appellent un cauchemar éveillé. Chacune des 10 paires d'arches n'est pas qu'une simple courbe. C'est une courbe tridimensionnelle. Comment transformer une poutrelle droite et froide en une forme parfaite et fluide? Ici, la chaleur ne sert à rien. C'est la force pure et froide qui opère. Je me tenais près d'une presse hydraulique dont la puissance se mesure en milliers de tonnes. Voici comment cela fonctionne. Une massive pièce d'acier est serrée dans un étau et un énorme piston commence lentement, millimètre par millimètre, à enfoncer le métal dans le moule. Vous entendez ce son? C'est ce grondement sourd qui fait vibrer vos dents. L'acier résiste, il gémit, mais sous la pression de milliers d'atmosphères, il est contraint de céder. Voilà ce qu'est le véritable dompte de la matière. Et maintenant, le plus intéressant. Lorsque j'ai regardé les plans pour la première fois, j'ai pensé que l'ingénieur avait simplement eu un geste malheureux. Ces arches ne sont pas verticales. Chacune des 10 paires est inclinée de 9 degrés vers l'extérieur. Vous allez demander, et alors? Elles sont inclinées, voilà tout. Mais pour la physique, c'est une catastrophe. Quand une arche se tient droite, tout le poids descend vers le bas. Quand elle est inclinée, elle tente constamment de basculer sur le côté sous son propre poids. Cela crée une torsion inimaginable. Pour éviter que le pont ne s'effondre, les ingénieurs ont dû créer un système complexe de tensions internes. Les nervures d'acier à l'intérieur des arches sont si résistantes qu'elles se maintiennent littéralement par la seule force de leur pression interne. Lorsque j'ai marché sur le pont achevé et que j'ai touché ces surfaces blanches, j'ai ressenti l'énergie tendue de millions de tonnes figées dans un équilibre parfait. C'est le triomphe des mathématiques sur la gravité. L'assemblage du 6th Street Viaduct, c'est un thriller à part entière. Sous le pont, ce n'est pas le désert. C'est là que passe la L.A. River, ce même canal de béton où Arnold Schwarzenegger fonçait à moto dans. C'est aussi là que passent des dizaines de voies ferrées, empruntées par des trains à chaque minute. Impossible d'interrompre le trafic. À l'intérieur de ces arches et du tablier se cachent 8200 tonnes d'acier haute résistance. C'est le poids d'environ 4000 SUV ou de 10 gros avions de ligne. J'ai vu des images de ces segments d'acier géants installés de nuit. D'immenses grues soulevaient les nervures blanches des arches, pesant des centaines de tonnes, et les ajustaient avec une précision d'orfèvre au pilier. Une erreur d'1 centimètre aurait signifié que l'arche ne se refermerait pas au point le plus haut. C'était une partie de Lego géante, où chaque pièce coûte des millions, et en dessous, une voie ferrée en activité. Le spectacle était cosmique. Les projecteurs déchiraient le ciel nocturne au-dessus de la ville. Les étincelles de soudure tombaient comme de petites météorites. Et au-dessus de la rivière s'élevait lentement l'épine dorsale d'acier de la nouvelle cité. Lorsque le dernier maillon fut mis en place, Los Angeles reliait enfin Boyle Heights, cœur de la culture latino-américaine, au gratte-ciel étincelant du centre-ville. La construction a nécessité plus de 45 000 mètres cubes d'un mortier de béton spécialement conçu. Ce volume aurait suffi à remplir 18 piscines olympiques. Le pont comporte 10 paires d'arches, soit 20 segments au total. Les plus hautes atteignent 18 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais Los Angeles se trouve en zone sismique,
Le pont doit donc être non seulement élégant, mais aussi flexible. Sous sa base sont installés 32 gigantesques amortisseurs à triple pendule. Ils permettent à la structure de se déplacer de 76 cm dans n'importe quelle direction lors d'un séisme puissant, sans subir de dommages. Cette technologie garantit que le pont résistera au Big One, prévu en Californie une fois tous les 1000 ans. Pourquoi ce pont est-il si important ? Si vous avez joué à GTA V ou regardé Fast and Furious, Grease ou L'Arme Fatale, vous connaissez l'ancien Sixth Street Bridge. C'était une icône du cinéma, mais il s'est littéralement effondré sous les yeux de tous à cause d'une réaction chimique dans le béton. Il a été démoli et la ville a pleuré sa perte. Le nouveau viaduc incarne la réponse de Los Angeles aux défis de notre époque. Il n'est pas simplement fait de béton, mais de cet acier à haute résistance dont nous avons parlé. C'est un pont phénix. Son allure futuriste évoque l'an 2050. Ses 10 arches symbolisent une étreinte reliant les différentes communautés. L'ancien Sixth Street Bridge a tenu 84 ans, avant que la maladie du béton ne commence à le ronger. Le nouveau viaduc est conçu pour durer un siècle. Grâce à l'utilisation d'acier moderne, avec revêtement anti-corrosion et d'une composition spéciale de béton, ce pont aspire à devenir un symbole éternel de la ville. Le soir venu, lorsque l'éclairage s'allume, les arches se mettent à rayonner d'une lumière blanche douce. C'est pourquoi on l'appelle le ruban de lumière. L'acier cesse alors d'être une force brute. Il devient éphémère, léger, comme s'il était sans poids. Mais nous connaissons la vérité. Derrière cette légèreté se cachent des milliers de tonnes de pression, des inclinaisons à 9 degrés et les nuits blanches des ingénieurs. L'ensemble du projet a coûté à la ville la somme vertigineuse de 588 millions de dollars. C'est le projet de pont le plus coûteux et le plus ambitieux de l'histoire de Los Angeles. Pour vous donner une idée, avec cette somme, on aurait pu construire plusieurs échangeurs autoroutiers classiques, mais Los Angeles a choisi l'art, figé dans l'acier et le béton. Voilà mes amis, voilà cette histoire. La prochaine fois que vous regarderez un film sur Los Angeles et que vous apercevrez ces arcs blancs, pensez à cette presse dans l'atelier et à ces 9 degrés qui ont failli rendre fous les ingénieurs. L'acier n'est pas qu'un simple matériau. C'est une volonté, figée dans le métal. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite virtuelle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire, quel est selon vous le pont le plus impressionnant au monde ? À très bientôt dans la prochaine vidéo. Le sable, c'est du métal. Surprenant, n'est-ce pas? Le minerai de titane constitue un véritable paradoxe de la nature. Une résistance extraordinaire pour les produits finis se cache dans des gisements friables d'ilménite et de rutile qui affleurent sur les rivages d'anciennes mers et le long des lits de rivières. Direction la plage. Ou plutôt, découvrons comment on extrait le minerai de titane et ce qu'on en fait. Ce métal occupe le 9e rang des réserves de l'écorce terrestre, mais son obtention à l'état pur reste l'un des procédés technologiques les plus complexes et les plus coûteux. Aujourd'hui, les alliages de titane constituent l'épine dorsale de l'aviation moderne et l'espoir de la médecine. Mais tout commence par le travail de fibres géantes qui tamisent des millions de tonnes de sable à la recherche du grain noir d'un minéral précieux. L'origine géologique des gisements de titane est liée à l'érosion des massifs granitiques et basaltiques. Durant des périodes prolongées, l'eau et le vent ont usé les roches, lessivant les minéraux les plus légers et concentrant les grains lourds d'ilménite. C'est ainsi que se sont formés les gigantesques placés littoraux, qui constituent aujourd'hui les principales sources d'extraction. L'exploitation évoque une transformation du paysage à grande échelle.
excavatrices sur chenilles et dragues, créent des lacs artificiels à travers lesquels transitent des milliers de tonnes de pulpe. Grâce à la séparation gravitationnelle, où les particules métalliques lourdes se distinguent du quartz léger, on obtient un concentré noir. Ce n'est pas encore du métal, mais déjà une matière première qui recèle le potentiel nécessaire à la fabrication du fuselage d'un avion supersonique. La transformation du sable de titane en métal constitue un parcours éprouvant, impossible à réaliser dans un simple haut fourneau. Le titane nourrit une passion fatale pour l'oxygène, l'azote et l'eau. Toute tentative de le fondre à l'air libre le rend fragile et impropre à l'usage. C'est pourquoi la production de titane exige la création d'un vide ou d'une atmosphère de gaz inerte. La méthode de référence demeure le procédé Kroll, du nom de son inventeur. Le concentré noir est d'abord transformé en tétrachlorure de titane, un liquide volatile et agressif, puis réduit à l'aide de magnésium fondu dans d'immenses cornues en acier sous haute pression. Le résultat de cette réaction est ce qu'on appelle l'éponge de titane, une masse grise et poreuse qui ne ressemble en rien à un métal noble. Ce n'est qu'après une refonte dans des fours à arc sous vide que l'on obtient des lingots purs, prêts pour une transformation ultérieure. L'industrie aéronautique est devenue le principal consommateur de titane, car il est aussi résistant que l'acier, tout en étant 45% plus léger. Mieux encore, le titane est 2 fois plus résistant que l'aluminium, ce qui en fait un matériau idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Dans les avions de ligne modernes, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, la proportion de pièces en titane atteint 50% du poids total. On l'utilise pour fabriquer les trains d'atterrissage, les fixations des ailes et les éléments des pylônes des moteurs. Mais le véritable domaine de prédilection du titane, c'est le cœur du réacteur. Là, la température monte à 600 degrés et au-delà, l'aluminium fond complètement, les composites se désagrègent. Les aubes de compresseurs en titane résistent à ces conditions extrêmes, conservant leur géométrie et leur résistance sous l'effet de forces centrifuges colossales. Sans ce métal, l'aviation à réaction moderne et la conquête de l'espace lointain auraient été techniquement irréalisables. Grâce à sa couche d'oxyde stable, le titane est totalement inerte. Il ne se désagrège pas dans le milieu agressif du corps humain, ne se décompose pas et ne provoque pas de réactions indésirables. Le tissu osseux est capable de croître simultanément dans les pores de la surface d'un implant en titane, créant ainsi un lien solide et durable. Aujourd'hui, les vis en titane, les plaques d'ostéosynthèse et les articulations artificielles sont devenues une chance pour des millions de personnes de retrouver une vie pleine après de graves traumatismes. En dentisterie, les tiges en titane sont devenues la référence absolue, remplaçant efficacement les racines dentaires. Ce métal devient partie intégrante de sa biologie, ce qui rend son extraction d'autant plus significative. L'ampleur de l'extraction du minerai de titane ne cesse de croître, suivant la demande pour des technologies économes en énergie. Le minerai de titane est la source de production du dioxyde de titane, le pigment blanc le plus répandu au monde. Tout ce que nous voyons autour de nous en blanc, de la peinture sur les murs, au papier en passant par les boîtiers en plastique, des appareils électroménagers, contient une parcelle de minerai de titane. L'exploitation des gisements alluvionnaires nécessite de vastes étendues de terre, ce qui entraîne souvent la destruction de paysages naturels. La réhabilitation des sols après extraction constitue désormais une obligation pour les compagnies minières modernes. Ainsi, sur l'emplacement d'anciennes carrières, sont créés des espaces forestiers et des plans d'eau artificiels, dans une tentative de restaurer la biodiversité. Par ailleurs, le traitement chimique du minerai s'accompagne de la production d'importantes quantités de déchets, tels que les chlorures de fer.
Les usines contemporaines mettent en œuvre des technologies de régénération des acides et des circuits fermés de gestion de l'eau, afin de réduire la pression sur l'environnement. L'économie du titane relève du long terme. La construction d'une seule usine de production d'éponges de titane exige des investissements se chiffrant en milliards et des décennies avant d'être rentabilisés. Chaque tonne de métal exige une quantité colossale d'électricité, si bien que les usines s'implantent souvent à proximité de centrales puissantes. Cela crée un lien étroit entre l'indépendance énergétique d'un pays et sa capacité à produire ce métal stratégique. Dans le monde, seuls quelques pays maîtrisent l'ensemble du cycle de production du titane, de l'extraction du sable à la coulée des lingots et à la fabrication des produits finis. Posséder une telle industrie est la marque d'un échelon technologique supérieur. Le minerai de titane joue également un rôle crucial dans la construction navale, notamment pour la création d'engins de plongée profonde et de sous-marins. Le titane résiste à l'eau de mer salée, là où l'acier rouille en quelques années. Son caractère non magnétique rend les navires invisibles à certains types de mines, tandis que sa capacité à supporter des pressions considérables permet aux explorateurs de descendre jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. C'est un métal explorateur qui repousse les frontières du monde accessible à l'homme, qu'il s'agisse des cieux les plus hauts ou des profondeurs de la fosse des Mariannes. L'avenir du titane est lié au développement des technologies additives ou de l'impression 3D. L'utilisation de poudre de titane, obtenue à partir du minerai, permet de créer des pièces d'une complexité extraordinaire, impossibles à fabriquer par les méthodes traditionnelles de coulage ou de forgeage. Cela réduit considérablement la quantité de déchets, car avec l'usinage traditionnel, jusqu'à 90% de ce métal précieux peuvent partir en copeaux. L'impression en titane ouvre de nouveaux horizons dans la médecine personnalisée, où l'implant est créé à partir des images individuelles du patient, reproduisant parfaitement l'anatomie de son os. C'est la voie vers une intégration encore plus étroite des technologies dans la vie humaine. Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales, et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon, où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans, et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone. Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de mille feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur. Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulle ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant. C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés, sur 1 heure, afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement, comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité. Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice.
Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure, la surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure, pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran, et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout ce qu'on tente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars, et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche. Chaque année, on crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace. Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde? Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores, la glaçure vitreuse étincelle comme un diamant.
Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans, les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi, cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur, dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs, densité 2,5 g par centimètre cube, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets pare-balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius, aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique, conductivité thermique 2 fois moindre, oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps. La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier. Le secret réside dans la transition de phase. Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs. Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine, 70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre de rond. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bore, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies.
Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure, mais le Kevlar absorbe l'énergie, le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Xokralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion. Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification.
À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux, à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas, reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions, les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux,
mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence. Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres. Température, pression, débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison, vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne.